Houssen Issoufali, bienvenue à toi sur Bitcoin for Business. Alors figure-toi que si j'ai pas encore le plaisir de te connaître, ça fait des jours que je me réjouis à l'idée de te rencontrer. Pourquoi ? Eh ben c'est simple, la compta et moi, ça a toujours été la cata. Blocage émotionnel, j'imagine, on est nombreux dans ce cas. Et donc mécaniquement, le comptable, pour moi, ça a toujours été un petit peu le sauveur. La lumière, l'espoir, la fin du cauchemar, la promesse d'un retour à une existence paisible. Je plaisante là, bien sûr, mais sincèrement, il y a un peu de ça. La réalité, c'est aussi que Bitcoin nous encourage à revisiter bien des domaines qu'on avait laissés de côté. Pas impossible donc qu'il fasse sauter mon blocage comptabilité. Bon, de toute façon, indépendamment de notre appétence pour la question, la compta de Bitcoin est un sujet absolument incontournable. Accepter des paiements en Bitcoin ou l'utiliser comme outil de trésorerie, on voit bien qu'on a là une tendance beaucoup plus manifeste à l'étranger qu'en France, c'est sûr, mais ça commence et chaque jour, de nouvelles entreprises franchissent le pas. On l'a bien vu lors des précédents épisodes. Une question qui revient systématiquement, c'est comment ça se gère au niveau comptable ? Donc voilà, Houssen, Elie et moi, on est ravis de t'accueillir. Merci d'avoir accepté de venir partager ici l'expérience que tu as pu accumuler ces dernières années. Parce que oui, tu es expert comptable et associé fondateur de la société Hodl Consulting, spécialisée en comptabilité Bitcoin, crypto, actifs numériques. Alors tu vas nous en dire plus tout de suite. Juste un dernier point, Bitcoin for Business, c'est de l'éducatif, du partage d'informations, en aucun cas du conseil en finance et investissement. Voilà Houssen, je t'ai à peine présenté, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton activité, sur ce qui t'a amené à travailler sur les cryptos, sachant que tu l'as bien compris, on se concentre ici exclusivement sur Bitcoin. Ça marche. Merci déjà tous les deux pour cette invitation. Très ravi cette fois-ci. Je crois que c'est mon premier talk où on va exclusivement parler du Bitcoin aussi. Donc, pour me présenter rapidement, du coup, Houssen Issoufali, je suis expert comptable et j'ai créé Hodl Consulting il y a 2 ans qui aujourd'hui accompagne en fait des boîtes dans la sphère crypto de manière générale c'est un peu ma casquette, ma spécialité, de par la passion que j'ai découvert il y a quelques années. C'était un peu en parallèle au moment où je cherchais un sujet pour mon mémoire d'expertise comptable et de fil en aiguille, j'ai trouvé le sujet sur la finance décentralisée qui était en vogue il y a quelques années, en 2020 précisément. Et c'est à ce moment-là que j'ai rédigé mon mémoire sur comment un expert comptable peut accompagner des investisseurs à investir de la trésor excédentaire en crypto-actifs. Voilà. Okay. Et donc, c'est comme ça que je me suis spécialisé dessus et du coup, qui est un peu la genèse de la création du cabinet Hodl Consulting. On a tout un programme qui devrait nous permettre d'avoir un bon panorama des différents sujets comptables en lien avec les bitcoins et puis toutes les méthodes, les approches qui vont nous permettre de nous mettre en conformité. Très bien, je propose qu'on commence par faire des petits rappels sur la comptabilité du Bitcoin en entreprise. Premier point, en France, Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie, mais comme un actif numérique. Deuxième point, nous avons une réglementation qui est en perpétuelle évolution. Troisième point, il faut comprendre que le fait que ça soit un actif numérique entraîne une obligation de faire des calculs sur les plus ou moins values et il y a des différences marquées entre la détention et la comptabilité de Bitcoin selon qu'on soit un individu ou bien une entreprise. Et quand je parle d'entreprise, je parle d'entreprise qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, puisque effectivement, on peut être un individu qui, entre guillemets, a une entreprise, mais en fait, on est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la détention dans le cadre d'une personne morale. Donc, dans ce cas-là, il faut comprendre qu'il y a un calcul de plus-value latente qui s'est déterminé à la clôture de l'exercice comptable. Et il y a un calcul de plus-value effective, des achats et des cessions qui ont été faites dans l'année, et on reviendra dessus, mais qui vont rentrer dans le résultat global de l'entreprise et qui seront soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire entre 15 et 25% selon la quantité de bénéfices annuels. Et puis dernier point, pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Bitcoin,
dans les entreprises qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement et qui utilisent Bitcoin comme un outil de trésorerie. Donc, on ne va pas parler de très rares entreprises dont l'activité principale serait l'achat-revente de Bitcoin. Houssen, donc ma première question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique, cette histoire d'actifs numériques et de réglementation qui ne cesse d'évoluer? En fait, l'actif numérique a été défini juridiquement sur la loi Pacte en 2019. Et donc, avant ça, il y avait sujet à interprétation. Et effectivement, Bitcoin, comme les autres crypto-monnaies, sont dans la catégorie actif numérique. Aujourd'hui, en fait, dans cette définition juridique, on ne mentionne pas le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, on définit juste juridiquement ce qu'est un actif numérique. Et ça date de 2019 avec la loi Pacte. Donc, il n'y a pas de distinction entre le Bitcoin ou les autres actifs numériques. Mais dans la suite du podcast, par exemple, j'aurais tendance à souvent utiliser le terme devise pour parler de la comptabilité, mais ça va être plutôt un abus de langage, mais c'est plus dans le cadre des traitements de la comptabilité et notamment pour faire référence au calcul des plus-values qu'on va évoquer, que je vais utiliser ce terme. Disons que là, pour faire simple, on va dire devise égale actif numérique dans le cadre de ce podcast. Cette réglementation est toujours en évolution. Depuis cette loi Pacte et notamment l'application par l'autorité des normes comptables, donc l'ANC en 2020, du dernier règlement sur le traitement comptable des cryptoactifs et le traitement ensuite des ICO et des prestataires sur actifs numériques, il s'est rien passé sur les normes financières et notamment au niveau de la comptabilité française. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui sont en cours de traitement par rapport à toute l'évolution qu'a connue le Bitcoin et aussi les autres cryptoactifs. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Bitcoin est considéré monnaie légale dans au moins un pays dans le monde et il y a eu une question au gouvernement qui n'a pas été tranchée, sur laquelle ils ont surtout fait l'autruche, n'ont pas répondu. Ça pourrait se jouer peut-être dans un tribunal. Le fait que Bitcoin pourrait être considéré comme une devise comme une autre, comme le dollar. On sent bien que le gouvernement est très content du flou et surtout, même, je pense, irait jusqu'à faire une loi pour changer les choses si jamais quelqu'un gagnait au tribunal. Mais est-ce que tu as un petit retour là-dessus? Alors, en fait, c'est un sujet politique. À moins d'un miracle, je ne pense pas qu'un jour, on verra en France. De toute façon, c'est enregistré, donc on aura cette preuve et on pourra ressortir si jamais un jour ça arrive. Mais je ne pense pas que le Bitcoin sera considéré comme monnaie légale ou comme une devise en France, en tout cas. Moi, je pense que le Bitcoin sera une monnaie dans un certain nombre de pays, mais pas en Europe, en tout cas. Maintenant, petit commerce qui accepte du paiement Bitcoin, si on est une profession libérale qui accepte le Bitcoin, comment faut-il se préparer si on a décidé de franchir le pas dans l'esprit de préparer la comptabilité? Le premier point, c'est qu'il faut tenir une gestion rigoureuse de ses achats-ventes de Bitcoin et il faut surtout informer son expert comptable. Deuxièmement, il faut avoir un outil logiciel adapté. Alors, quand je parle d'outil logiciel, ça peut très bien être, comme on l'a expliqué dans une vidéo précédente, le logiciel Swiss Bitcoin Pay et d'autres logiciels qui vous permettent, par exemple, de générer une facture que le client paierait en Bitcoin, ont déjà à l'intérieur intégré un module d'export, donc un fichier type Excel, CSV, qui contient en fait toutes les informations dont le comptable aurait besoin, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les dates de valeur, les valeurs de cotation, les sources de cotation, un tableau de bord, etc. Et puis, éventuellement, le logiciel qu'on va utiliser pour accepter Bitcoin comme paiement pourrait aussi supporter un module de facturation, c'est-à-dire vous permettre d'éditer une facture et d'avoir déjà bien renseigné le montant en euros, la TVA, donc la TTC et la contre-valeur en Bitcoin qui fait office de paiement. Donc, ça fait partie des recommandations. Et puis, j'aimerais que tu nous parles, Houssen, de la partie, selon toi, qui serait peut-être plus facile. Par exemple, une profession libérale qui place une partie de sa trésorerie dormante en Bitcoin, donc avec très peu de mouvements sur l'année. Est-ce que c'est un scénario facile ou pas? Et puis, quels seraient les scénarios plus complexes? Parfait. Je pense que tu as dit beaucoup de choses et surtout, je reviens sur la gestion rigoureuse. En fait, ça, j'ai envie de te dire, c'est de manière générale. Que ce soit une compta en Bitcoin ou pas, tu dois quand même avoir une gestion rigoureuse de ta compta et notamment envers ton expert comptable. Et avant même l'étape expert comptable, je pense que surtout si vous commencez à accepter des paiements en Bitcoin et même vous ayez des Bitcoins dans le bilan de votre société,
il faut d'abord faire un point avec la banque. C'est, à mon sens, la première partie prenante qu'il faut informer. Ensuite, l'expert comptable. Effectivement, si l'expert comptable n'est pas familier de ce sujet, ça peut poser un certain nombre de soucis sur le traitement comptable derrière et ensuite que vous tenez une gestion des entrées-sorties de ces actifs, mais si ce n'est pas le traité correctement en compta, ça risque d'être compliqué. Tu as bien également cité la partie logicielle. J'ai envie de te dire que si tu es dans un cadre de bon père de famille qui est comme si on reprend un peu le scénario facile et qui fait de l'achat et éventuellement de la revente de la trésorerie dormante et qui se résume, j'ai envie de te dire, à quelques transactions par mois, par an, peu importe, on n'a pas forcément besoin d'un logiciel. Là, dans le cadre d'un commerçant qui accepte régulièrement des bitcoins comme moyen de paiement, là, effectivement, il faut passer par un logiciel qui nous permet justement de connaître la valeur fiat au moment où la transaction a eu lieu. Parce que justement, on a besoin de cette information pour pouvoir la comptabiliser correctement. Tout ça est traduit quand même en euros sur la compta française, en fait. Donc, on a besoin de traquer ces informations à l'heure, à la minute où elles se réalisent. L'intérêt de Bitcoin, c'est quand même d'être sans permission. Le fait que j'ai le droit de prendre un paiement en Bitcoin si mon client me le demande et je suis disposé à le faire. C'est un actif numérique, il est réglementé. Donc, tu confirmes qu'il n'y a rien d'illégal en France d'accepter un paiement par actif numérique comme on pourrait se faire payer en tonnes de bois, en charbon, en or, etc. Effectivement, je te confirme que depuis 2017, je n'ai pas trouvé aujourd'hui quelconque jurisprudence ou article qui interdit formellement que ce soit l'investissement de sa trésorerie en Bitcoin ou alors accepter si les deux parties prenantes sont d'accord pour faire cette transaction en Bitcoin, en fait. On continue en passant en revue la mécanique comptable, notamment les numéros de compte. Premier rappel, les bitcoins correspondent à des jetons. Je nomme l'article ici. Les 3 comptes principaux dans lesquels on pourrait retrouver des bitcoins dans la comptabilité d'une entreprise. Le premier compte, c'est le compte 200 qui est lié aux immobilisations. Donc, c'est-à-dire des jetons détenus en vue d'être utilisés au-delà de l'exercice en cours, mais ils doivent revêtir une utilité objective au regard de l'activité de la société. Et donc là, je te laisserai commenter ensuite. Deuxième compte, c'est le compte 37, le compte de stock. Je pense que ça ne concerne personne, puisqu'en fait, c'est uniquement si vous avez besoin d'avoir des bitcoins dans votre processus de production. Je pense que ça arrivera le jour où on a des intelligences artificielles qui payent d'autres intelligences artificielles, qui elles-mêmes payent encore d'autres intelligences artificielles, etc., avec par exemple du Lightning, donc instantané et sans permission. Donc je pense pas, et tu me confirmeras que ça concerne les cas d'usage dont on va parler aujourd'hui, un commerçant ou une profession libérale. Et puis troisièmement, compte 522, où là effectivement seront normalement inscrits les jetons qui sont détenus, notamment dans le cas de l'activité de détenir du Bitcoin pour placement de trésorerie ou acceptation comme moyen de paiement. Yes, avec plaisir. Donc en fait, pour un même Bitcoin, on peut se retrouver dans ces 3 comptes en fonction de l'activité principale de la société, mais aussi du profil du dirigeant et de ce qui compte réaliser avec ce Bitcoin vis-à-vis de cette acquisition en trésorerie. Donc, effectivement, comme tu disais, si on est dans un cadre de bon père de famille et que j'achète ce Bitcoin et je sais pertinemment que je ne vais pas le toucher pendant plusieurs années parce que j'y crois et que éventuellement je vais cash out bien plus tard. Donc là, on est dans le cadre des comptes d'immobilisation et précisément, en fait, c'est un compte 208 dans lequel tu viens traduire comptablement ce Bitcoin. Et derrière, ensuite, à la fin de l'année, s'appliquent les règles en matière d'amortissement classique s'il y a une dépréciation de cet actif en question. Si je suis un bon père de famille, je ne compte pas le vendre avant 2-3 ans, mais au bout d'un an, je le vends quand même. Est-ce que ça a un impact? Non, rien n'est figé. C'est-à-dire, si tu le vends au-delà de l'exercice fiscal qui a été clôturé, effectivement, à ce moment-là, il y aura une cession, mais tu n'as pas besoin de changer de méthode comptable. En revanche, si tu sais pertinemment que ton objectif a changé et que tu es plus dans un objectif de trésorerie moyen-long terme ou je ne sais pas, tu vas utiliser ce Bitcoin pour aller payer des fournisseurs, par exemple, à ce moment-là, il faudra opérer un changement comptable
sur cette classification-là. Et tu as insisté sur le mais ils doivent revêtir une utilité objective au regard de l'activité. En fait, c'est plus cette notion de mentionner dans l'objet social de la société. Aujourd'hui, en fait, le mettre en objet social, ça consolide aussi éventuellement la relation avec la banque. Tenez, regardez, je dépose mes statuts, c'est prévu dans mes statuts, donc vous n'avez aucune raison, si moi j'assume les risques en face, de refuser au risque de froisser les banquiers qui nous écoutent. Dès que tu parles d'actifs numériques, aujourd'hui, ça embête un certain nombre de professions pour être tout à fait transparent. Mais aujourd'hui, non, ils comprennent si vous investissez de la trésor de manière excédentaire, que c'est prévu, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Tu vois, donc, c'est ça, il y a un déficit d'information qui demeure. C'est ça, exactement. Alors, moi, j'ai deux commentaires. Première réaction, généralement, dans les statuts d'une société, on indique et tout autre investissement immobilier, etc., etc. Ah. La majorité des gens que je connais pensent que ça permet donc en fait d'investir dans des sociétés, dans l'immobilier, des actifs numériques. Si on a entre guillemets la phrase bateau dans l'objet social, normalement on est assez couvert. Et puis deuxième réaction, aujourd'hui beaucoup de gens finalement se tournent vers des contos, des nouvelles banques qui sont avides de récupérer des clients. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est déjà différent d'il y a 6 mois et encore plus différent d'il y a 1 an. Donc, on sent clairement une évolution. Et puis, peut-être dernière réaction un petit peu provocatrice. Je pense que ça justifie très bien l'utilisation de Bitcoin, puisque le fait d'avoir à demander l'autorisation, la permission à sa banque pour utiliser son argent, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse et au moins essayer de recentrer le débat, c'est, je trouve, assez sain. Parfait. Vous voulez que j'évoque le 37 ou pas du tout? Oui. Donc, là, en fait, sur la partie stock, ça concerne en général plutôt les traders qui font de l'achat-revente du Bitcoin et dans lequel, à la clôture de l'exercice, tous les Bitcoins qui ne sont pas revendus vont être comptabilisés dans le stock et avec, pareil, toujours les mêmes traitements, in fine, de dépréciation du stock si jamais la valeur du Bitcoin a été dépréciée à la clôture par rapport à sa valeur d'acquisition. Ensuite, le dernier cas qui est le plus courant, c'est la catégorisation du Bitcoin dans le compte 522 parce qu'il concerne un certain nombre de cas d'usage, notamment justement pour acquérir du Bitcoin dans un objectif de revente éventuellement avant la clôture de l'exercice. Ça, c'est le premier cas. Et ensuite, aussi pour payer éventuellement vos fournisseurs. Donc, demain, vous avez un fournisseur, que ce soit à l'étranger ou même en France, qui accepte d'être rémunéré en Bitcoin. Vous allez utiliser justement ce compte 522 pour pouvoir comptabiliser le Bitcoin là-dessus. Et là, il y a une subtilité qui est un peu plus importante, mais qu'on verra probablement sur les slides d'après, notamment sur la partie plus-value latente et réalisée. D'accord. Donc, ce n'est pas en fait la source du Bitcoin qui importe, c'est l'utilisation qu'on prévoit d'en faire qui va déterminer le compte dans lequel on va le loger. En fait, moi, je dirais deux choses. L'arbre de décision, c'est quoi pour l'expert comptable? C'est quelle est l'activité principale de la société. Pour faire simple, si c'est un trader de Bitcoin, en fait, on se pose plus trop de questions et donc ça ira tout de suite en compte 37. Ok. En revanche, si l'activité principale, c'est un libéral, c'est un kiné et que le dirigeant acquiert ses bitcoins dans un cadre de placement long terme, ça ira en immobilisation. Et si c'est du placement court terme ou alors un moyen de paiement, ça ira en compte 522. Voilà. Maintenant, nous allons évoquer rapidement les méthodes de calcul, car il faut bien savoir que chaque Bitcoin qui rentre et chaque Bitcoin qui sort a une date et une valeur différentes. Et il faut bien trouver une méthode pour s'y retrouver, puisqu'on ne peut malheureusement pas les utiliser comme une monnaie fongible, puisqu'on est obligé de calculer des plus-values. Donc, il y a deux méthodes, première entrée, première sortie, ou bien coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire qu'on prend la quantité de Bitcoin fois son prix, on fait la somme de tout ça et on divise par le nombre de Bitcoin et ça nous donne un panier moyen en fait du coût du Bitcoin au moment de la transaction. Et à la transaction suivante, il faudra refaire le calcul. Donc merci de peut-être nous confirmer comment aborder ce type de sujet, quelle stratégie tu recommanderais
Et puis, est-ce qu'on peut être incohérent? Est-ce qu'on peut changer d'approche, je ne sais pas, en cours de route ou entre deux exercices? Alors effectivement, il y a ces deux méthodes qui sont reconnues en France, en tout cas en matière de comptabilisation d'actifs numériques, donc PEPS et CUMP. Et tu n'as pas vraiment une méthode préférentielle. C'est toi qui décides quelle est la bonne. Et éventuellement, la première année, tu peux faire une simulation. La simulation, elle est facile si tu es dans un cadre d'investissement long terme. Par contre, si tu as des milliers de flux, bien évidemment, tu ne t'amuseras pas à faire du premier entrée, premier sorti parce que faut aller chercher le premier qui est sorti, qui est rentré, qui est sorti quand, etc. Donc, on ira probablement sur le CUMP. En gros, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est le premier entrée, premier sorti. Si on est dans un cadre IMO et éventuellement 522, mais si on est sur du trading, on ira plutôt sur du CUMP. Et ceci dit, si on est dans un usage aussi 522, rien ne vous empêche la méthode du CUMP. Le changer d'approche en cours de route, c'est possible, mais pas systématiquement. C'est-à-dire, tu dis, tiens, celui-là, il est plus favorable cette année, et donc l'année prochaine, l'autre, il sera plus favorable, donc je vais prendre l'autre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu prends une méthode, tu la gardes, et éventuellement, tu changes l'année d'après, mais tu ne reviens pas sur ton autre méthode encore en N+2. Sachant que ton changement de méthode, tu dois le mentionner dans tes états financiers, et tu dois expliquer pourquoi tu changes de méthode et quel est l'impact du changement de méthode si tu avais choisi l'autre méthode. Donc, en fait, l'administration fiscale est au courant de ce changement de méthode. Du coup, on ne peut pas changer en cours de route systématiquement. Tu peux le faire de manière exceptionnelle, mais pas tous les ans parce que tu préfères une méthode plutôt qu'une autre. Tu as le choix entre ces deux approches, mais une fois que tu as choisi une approche, tu la figes. Et l'année d'après, éventuellement, tu peux revenir sur ta méthode parce qu'il y en a une qui correspond plus à ta façon de faire. Et du coup, tu décris pourquoi tu as changé cette méthode dans tes annexes des états financiers et tu reviens plus dessus. C'est-à-dire, en N+2, tu ne vas pas revenir, bah, tiens, finalement, je me suis trompé ou finalement, l'autre me convient. Non, tu ne t'amuses pas chaque année à changer de méthode. Encore une fois, le CUMP sera beaucoup plus pratique si tu as énormément de transactions parce que tu prends la somme de tes acquisitions, ça te donne un coût moyen d'acquisition et à la sortie, quand tu sors ton Bitcoin, bah, tu auras ton prix moyen d'acquisition et tu auras ton prix de cession parce que sinon, ça va être trop compliqué pour toi d'aller piocher de des découper, voilà, ouais. parce que tu auras un bout à telle valeur, l'autre bout à telle valeur, l'autre. En fait, Ouais. c'est très compliqué que ce soit pour l'expert comptable ou même le client de suivre à la trace cette méthode-là. Mais très simple, si tu es en objectif très long terme, que tu as très peu de mouvements et que tu sais que tu pourras suivre ça facilement. Maintenant, je voudrais qu'on évoque le cas du comptable généraliste qui reçoit un appel de sa boulangerie ou son café et qui lui dit qu'il a été orange-pillé par des gentils bitcoiners et qui l'ont convaincu d'accepter Bitcoin. Et donc, on avait quelques questions. Si tu étais à la place de ce comptable généraliste, quels sont les cas faciles que voilà le comptable du café à Saint-Malo sera capable de gérer relatifs à accepter par exemple Bitcoin ou placement en trésorerie? Quels sont les cas que tu considères qui sont faciles aujourd'hui pour un comptable? En fait, on les a un peu évoqués en amont et moi, je trouve les trois cas, même si voilà, je me mettais dans la casquette du comptable généraliste, je trouverais les trois cas faciles qu'on a évoqués tout à l'heure, si tu es trader, si tu es en position long terme ou si tu es en position court terme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est traité par l'autorité des normes comptables. Il y a de la littérature dessus, en fait. Il n'y a rien qui empêche mon confrère ou ma consoeur dont le client vient le voir pour justement traiter j'ai envie d'investir de la trésorerie en Bitcoin, comment gérer comptablement. En fait, ce qui est plus compliqué, c'est plus la collecte de l'information et comment on va pouvoir gérer justement toute cette partie LCBFT que j'ai évoquée tout à l'heure. Supposons que le commerçant, la boulangerie en question, c'est une grosse boulangerie, qu'ils ont un comptable en interne ou une secrétaire qui gère les paiements, par exemple, des fournisseurs. Qui va gérer les wallets? Qui a accès à la signature? En fait, c'est ça un peu les questions qui sont compliquées. Mais aujourd'hui, le simple fait de payer un fournisseur en crypto et en amont acquérir cette crypto, pour moi,
tout le monde Donc il n'y a peut le pas faire. de il y a pas de difficulté technique comptable. Non. La seule chose à dépasser, c'est le tabou, la peur, l'inconnu, tout ça. Mais il y a à la fois des textes qui sont clairs et il y a de la littérature disponible pour vous faciliter l'apprentissage. Exactement. Il y a Ok. ça, et je ne sais pas si ça va être évoqué plus tard, mais ne serait-ce que lors des experts comptables, très en avance sur les sujets de blockchain, parce que dès 2017, ils ont créé un groupe de travail sur la blockchain. Il y a eu des cas sur toutes les universités d'été ou sur tous les congrès depuis plusieurs années. On a des salles combles sur les sujets relatifs aux crypto-monnaies. Et là, actuellement, il y a 2 formations qui sont données depuis l'année dernière, plusieurs fois par an, sur comment traiter justement un cas simple de clients qui acceptent ou qui a des crypto-monnaies, que ce soit avec la casquette de l'expert comptable ou de l'autre côté avec la casquette du commissaire aux comptes si jamais il doit auditer. Et il y a aussi de plus en plus d'outils qui viennent aussi faciliter tout ça, et notamment enfin, la DAN qui joue un grand rôle sur ces sujets de démocratisation. Donc, c'est l'Association sur le développement des actifs numériques. Je voudrais préciser un point rapidement. Au départ, j'avais mentionné le fait que lorsqu'on utilise par exemple un wallet comme Swiss Bitcoin Pay pour accepter le paiement, on a justement un dashboard et on a un export de fichiers Excel qu'on peut envoyer à son comptable qui ont toutes les informations. Ouais. Mais du côté du comptable, puisque Bitcoin c'est un petit peu comme une devise, est-ce que le comptable, lui, a un logiciel qui nativement sait gérer ce genre d'opération et le loger dans le bon compte, ou alors est-ce que le comptable, lui, doit équiper son logiciel existant? Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre justement ces dashboards qui sont fournis par ces prestataires et les outils comptables. Donc, en fait, c'est au cabinet comptable de se débrouiller un peu avec les moyens du bord pour pouvoir transcrire sur la compta. Qu'est-ce qui est compliqué en fait dans toutes ces informations? C'est la collecte de l'information et surtout la transcription au moment où la transaction a lieu en monnaie fiat. Mais si le prestataire de paiement donne ces informations avec un bon petit Excel, on a l'habitude, ça va très vite. Une fois que tu as catégorisé si c'est du 208, si c'est du 37 ou si c'est du 522, et ensuite tu as toutes les autres informations, ça va très vite pour pouvoir gérer ça comptablement. En revanche, après, si c'est des opérations bien complexes, là, il faut passer par des outils de pré-comptabilité dédiés pour pouvoir les traiter ensuite sur la partie comptable. Alors justement, je crois que tu as dû en voir des films d'horreur. Je crois que tu es assez réputé pour avoir eu des cas complexes. Donc voilà, quels sont-ils et quels sont les pièges classiques Sur les cas complexes, en fait, on s'éloigne un peu du Bitcoin. Au départ, je disais que la littérature qui existe, c'est sur le traitement comptable des actifs numériques, sur les ICO, sur les PSAN. Donc, en fait, le grand boom depuis 2020, c'est quoi? C'est la finance décentralisée, c'est les NFT, c'est les métavers, c'est la DAO. C'est tous ces cas complexes pour lesquels, sur la plupart, on n'a pas beaucoup de définitions juridiques parce qu'en fait, comment ça se passe comptablement, le schéma décisionnel sur l'autorité des normes comptables? D'abord, on a une définition juridique. Ensuite, elle est traitée comptablement. C'est pour ça qu'il y a eu la loi Pacte et ensuite, elle a été transposée comptablement pour pouvoir gérer justement les ICO et les PSAN. On a d'abord eu justement cette définition d'actifs numériques pour pouvoir traiter comptablement ensuite. Et donc là, tous ces nouveaux produits, services qui existent sur d'autres blockchains, d'autres cryptoactifs, ils ne sont pas traités. Donc ça, c'est complexe comptablement. Et un exemple que j'ai en tête, c'est au niveau des NFT. Parce que derrière le mot NFT, on peut tout avoir et rien avoir. Aujourd'hui, on a l'autorité des normes comptables a été questionnée sur comment gérer comptablement un NFT. Et donc, ils nous ont demandé, mais c'est quoi la définition juridique? Sauf qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc, ils ont dit, revenez quand il y en aura. Et donc, on se retrouve avec le mot NFT acheté en cryptoactif qui doit être comptabilisé, mais de différentes façons en fonction du sous-jacent. Donc, ça, c'est, aller dire ça à un comptable généraliste, il va dire, trop compliqué. Et donc, ça ne va pas pouvoir être traité tout de suite. Et les pièges classiques, c'est, je sais pas, j'ai pas forcément un en tête, c'est des wallets qui sont égarés, le mélange pro-perso, trop de trésoriers investis en crypto de manière générale. Donc, voilà, l'expert comptable doit quand même faire attention
sur ces sujets-là et se former sans cesse parce que, comme vous le savez, ça évolue quand même très, très vite. Et dès qu'on lâche un peu, on est vite perdu. Mais après, si on reste dans des cas vraiment très simples, comme investir sa trésor dormante sur Bitcoin, bah voilà, on sait que c'est traité et il n'y a pas trop de sujets de ce côté-là. Ce qui est vrai, c'est que pour une bonne partie des Bitcoiners, Ouais. non seulement il y a eu des désillusions financières, c'est-à-dire des investissements qui n'ont pas été payants et des expériences de rug pull dont on se remet difficilement, mais il y a eu aussi les prises de tête et les arrachages de cheveux quand on se dit attends putain il faut faire une déclaration et tout le bordel que peut représenter tous ces trucs. Effectivement, il y a un moment donné on se dit attends, j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de me prendre la tête, et j'ai ici un actif qui est hyper sûr, certain, hyper fiable par rapport à tout le reste. Alors je vais arrêter d'aller au casino. Je reste sur le placement de bon père de famille. Point. Ouais. Je voulais Ok. te poser une question pour rebondir sur ce que tu avais dit auparavant. Tu avais fait le commentaire de s'assurer de la provenance de fonds. Est-ce que c'est applicable ou c'est plus la provenance de fonds, entre guillemets, entre deux entités qui sont PSAN? Nous, on n'en a pas entendu parler du fait que quand on fait un paiement chez un commerce, on ait besoin de justifier la provenance des fonds, que ça soit un journal que j'achète avec une pièce d'1 euro ou un café que j'achète en Lightning pour quelques sats. Non, tu te doutes bien que pour un café, une bière ou un croissant, on va pas aller s'amuser à vérifier qui a envoyé les fonds et si le wallet qui a payé n'est pas sur liste noire. En fait, cette vérification concerne plutôt des montants qui sont dans le cadre d'opérations complexes, qui n'ont rien à voir. En fait, je sais pas, tu fais une levée de fonds dans le cadre de ta société, tu reçois 250 000 d'un wallet, même si tu as le contrat qui est signé avec, je sais pas, une entité à Singapour et que tu as un traitement derrière, tu dois quand même vérifier si le wallet n'est pas listé sur du coup, une liste noire quelconque et que cet argent ne provient pas de ce wallet-là, en fait, tout simplement, mais pas pour les opérations courantes. Et puis, dernière question rapide. Est-ce que tu entends parler de complexité juridique? Sur la notion juridique, en fait, c'est plus les risques d'usage ou même d'abus, en fait, de la trésor envers les cryptos parce qu'en tant que dirigeant, vous pouvez être très bien aller en faute de gestion en matière juridique ou abus de droit. En fait, si jamais justement vous commencez à investir, je sais pas, 60% ou 70% de votre trésor en Bitcoin, qui est un actif quand même volatile, et derrière, vous n'avez pas payé vos salariés, vous n'avez pas payé votre dette fiscale ou sociale, effectivement, là, il y a un problème juridique en fait qui se pose, mais c'est de manière générale, en fait, que ce soit en Bitcoin ou dans une autre devise d'un autre pays. Hein. Là, on se retrouve sur un problème d'abus de biens sociaux de la part du dirigeant. Derrière, c'est des amendes et des risques en matière pénale, en fait, tout simplement. Dernière question. Il existe des ressources à disposition de la profession des experts comptables. Il existe des formations. Tu parlais de littérature. Est-ce qu'il y a même des choses que n'importe qui peut les consulter et qui sont d'autorité? Alors, le premier, hein, c'est celui que j'ai cité à plusieurs reprises, c'est justement le règlement 2020 de l'ANC, et notamment tous les articles qui portent sur la partie actifs numériques, donc tous les fameux articles qui vont du 619-1, ils traitent de tous les cas pour s'agissant de comment traiter comptablement les cryptos. On a les comptes comptables, d'ailleurs, dans le plan comptable général, qui peut être consulté par mes confrères et consoeurs. Et aussi les autres ressources. Hein. Après, c'est plutôt au niveau de la formation, donc se former auprès des différents ordres régionaux sur comment accepter des clients qui investissent de la crypto, qui utilisent la crypto comme un moyen de paiement, ou alors de l'autre côté avec l'autre casquette si vous avez ce fameux client qui a des cryptos et que vous êtes son commissaire au compte, tu dois d'abord apprendre, te renseigner, te former. Tu as énormément de ressources, comme on a dit, à disposition. Moi, j'ai participé à un certain nombre de créations de ces ressources-là. J'ai ma propre chaîne YouTube où justement, j'évoque dans des formats très courts de 2 minutes tous les concepts de la compta crypto. Donc, et ça, c'est gratuit. Ils peuvent aller les voir tout simplement et regarder comment on traite telle ou telle chose. Je recommande d'aller voir. C'est assez pédagogique. Même moi, j'arrive à comprendre. Maintenant, je voudrais évoquer des exemples. Le premier que j'ai en tête, c'est le placement d'une trésorerie excédentaire dans Bitcoin, donc un placement de trésorerie long terme.
Je renvoie les auditeurs à l'épisode précédent où nous avons expliqué le pourquoi d'utiliser Bitcoin comme outil de trésorerie, comment, surtout quel horizon de temps, hein, surtout pas pour un horizon de temps de quelques mois. Avant de rentrer plus dans le détail de ce cas d'usage, il est important, je pense, qu'on rappelle que dans le cas d'investissement d'une trésorerie d'entreprise, on ne parle que de la trésorerie excédentaire pure, donc celle qu'on n'a pas besoin pour faire tourner la société. Et comme tu l'as dit, sinon on risque d'être requalifié. Par exemple, si on a placé l'argent qu'on doit à l'État pour la TVA en Bitcoin et que ça s'est cassé la gueule, on peut avoir des problèmes, notamment l'abus de biens social. Alors, le premier point, c'est le fait qu'il faille d'abord faire le traitement comptable des plus-values et des moins-values effectives. Donc, effective, ça veut dire j'ai eu au moins une session durant l'exercice comptable, ce qui entraîne le fait d'avoir besoin de calculer une plus-value et une moins-value. Donc, je vais te laisser confirmer, mais si on était dans le cas du compte 522, donc les jetons restants, donc ceux qui n'ont pas été vendus, seraient dans le compte 522. La plus-value latente, donc des jetons qui ne sont pas vendus, qui sont dans le compte 522, serait calculée, mais la plus-value ou la moins-value qui sera intégrée au résultat global de la société sera celle liée à la cession effective. Donc, dans ton exemple, tu avais dit j'achète un Bitcoin et j'en vends la moitié avant la fin de l'année. Donc, j'aurai 0,5 Bitcoin de vendu, une plus-value qui aura été calculée, et puis 0,5 Bitcoin au compte 522, et on calcule la plus-value latente. Je confirme, mais effectivement, le gain est comptabilisé en produit financier et la perte en charge financière pour ce qui est du réalisé. Et pour ce qui est du latent, la plus-value latente n'est pas comptabilisée, en tout cas n'a pas d'impact sur le résultat de la société. Ça a un impact sur le bilan. Tu as quand même une écriture à passer pour valoriser ton Bitcoin avec justement un jeu d'écriture avec un compte transitoire, compte 478 pour les comptables qui nous écoutent. Et ça te donne la valeur dans ton 522 de ton Bitcoin au 31 décembre, par exemple, si ta société clôt au 31 décembre, mais du coup, tu n'auras pas d'impact sur ton résultat. Donc ça, c'est pour la plus-value latente. Pour la moins-value latente, c'est la même chose. Tu passes toujours ton 522 à 478 pour matérialiser ta moins-value latente. Ceci dit, tu as encore une écriture supplémentaire à passer pour marquer cette perte à latente. Et donc, tu passes d'un compte 151 à 686 pour matérialiser cette perte. En fait, ça, c'est un principe comptable. Toute perte latente doit être provisionnée dans la compta. Ensuite, il y a le sujet justement de la déduction, parce qu'on fait cette déduction comptablement, mais toutes les déductions comptables ne sont pas forcément des déductions fiscales. C'est-à-dire, on peut les déduire comptablement, mais au moment de la prise en compte dans le calcul de l'impôt sur les sociétés, c'est pas sûr qu'on prendra cette provision dans ce calcul-là. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de jurisprudence typiquement sur ce sujet-là. Il n'y a rien qui nous dit noir sur blanc, est-ce que cette provision est déductible ou pas du résultat fiscal. Donc, le fameux résultat qui est soumis à 15 ou 25% au paiement de l'impôt sur les sociétés. Il y a des experts comptables qui déduisent cette moins-value et il y a des experts comptables qui ne déduisent pas. Pour la simple et bonne raison, en fait, que ta plus-value, tu ne l'as pas fiscalisée, donc ta plus-value latente, et alors que ta moins-value latente, tu l'as fiscalisée. Et donc, il y a un gros débat là-dessus, sauf que pas de jurisprudence, pas de contrôle fiscal, chacun interprète, mais le client est informé. Moi, typiquement, ce que je fais, c'est que j'informe le client, je lui expose les deux cas, je lui donne le calcul et je lui explique, voici, si on déduit le résultat et si on ne déduit pas. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que si on prend cette option, il y a ce risque. Si on prend cette option, il y a ce risque. C'est lui qui aura le dernier mot dans la décision, mais il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ce sujet. C'est quand même assez étonnant dans le sens où les plus-values, moins-values effectives sont clairement intégrées au résultat. Donc là, il n'y a pas de débat. Effectivement, d'intégrer les moins-values et uniquement les moins-values, ça me paraît assez risqué. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là si l'année d'après, en fait, tu n'as pas vendu et ça s'est apprécié? En fait, tu réintègres ta moins-value de l'année dernière, donc ce qui te fait un produit exceptionnel, du coup une reprise liée à la provision de l'année dernière, plus l'appréciation. Mais tu as bénéficié d'un déficit l'année ultérieure. Donc, en quelque sorte, tu rattrapes en fait
ce déficit que tu as passé. Mais est-ce que l'administration va entendre de cette oreille? Ça, c'est un autre sujet. Et encore une fois, au même titre que les banques, ça dépend sur qui tu peux tomber, sachant qu'il n'y a pas de jurisprudence ou de texte qui mentionne ces choses-là. Et typiquement, on a questionné l'autorité des normes comptables. On attend encore la réponse là-dessus. D'accord. Je resterai prudent Ouais. parce que en fait, là, on cherche un petit peu à avoir pas le beurre ni l'argent du beurre, mais la crémière. C'est-à-dire que pour moi, le beurre, l'argent du beurre, c'est quand même le traitement des plus-values et des moins-values de Bitcoin qui sont extrêmement intéressantes dans une entreprise parce que justement, on l'intègre au résultat. Donc, si je suis une petite entreprise, je fais 20 000 euros de bénéfices annuels et donc je suis seulement à 15% à l'IS. Ma plus-value de Bitcoin, disons que j'ai gagné, je sais pas, 5 000 euros en revendant du Bitcoin, ça me fera monter mon bénéfice à 25 et je resterai en dessous du seuil des 25%. Et c'est quand même déjà vraiment le beurre, l'argent du beurre par rapport à une détention en propre. Donc si on a un individu ou si on a une société, même pas de personne morale pour la société, on est soumis à l'impôt sur le revenu. Et là, on a un prélèvement forfaitaire uni à 30%. Donc déjà, la fiscalité, entre guillemets, pourrait être 2 fois plus douce sur la partie entreprise, ce qui permet, notamment si on réinvestit après, de une sorte d'effet de levier assez intéressant. Et puis d'intégrer les moins-values au résultat global, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire non plus en tant qu'individu. Je souhaite simplement souligner le fait qu'il y a déjà un traitement fiscal très intéressant par le fait de détenir Bitcoin dans une entreprise au niveau comptable. Moi, je souhaite souligner que je suis encore avec vous, les gars, je suis. Je souhaite maintenant prendre le cas d'usage d'une boucherie qui accepterait Bitcoin comme moyen de paiement, mais qui immédiatement les convertirait en euros pour les réintégrer sur son compte en banque classique. Premièrement, je voudrais faire un petit rappel de notation. Je vous rappelle que la quantité maximale de Bitcoin possible sera jamais de 21 millions. Mais un Bitcoin lui-même peut être divisé en 100 millions d'unités qu'on appelle les Satoshi, en référence au fondateur anonyme de Bitcoin. C'est-à-dire qu'un Satoshi, c'est 0,000001 Bitcoin. Si je multiplie le nombre de Bitcoin par le nombre de Satoshi, ça veut dire qu'il n'y aura jamais en fait que 2,1 quadrillion d'unités de base dans le système Bitcoin. Ça tombe bien, ça se code facilement sur un entier de 64 bits pour les gens qui connaissent l'informatique. Si je reviens un peu plus sur Terre, un paiement d'une contre-valeur en euros de 10 euros serait l'équivalent de 14 805 Satoshi, avec un cours de Bitcoin estimé à 71 000 euros, donc le cours du jour, soit, si on l'écrit en Bitcoin, 0,0001408,5, ce qui est un peu plus difficile à lire. Donc, dans les exemples suivants, j'ai tout écrit en Satoshi, c'est-à-dire l'unité la plus petite dans le système Bitcoin, et ça donne des choses assez lisibles. Mais si vous voulez tout faire en utilisant l'unité Bitcoin, vous aurez beaucoup de 0,0000 dans votre comptabilité. Ça revient au même, mais c'est juste une question de clarté pour les exemples qui suivent. Alors, donc, une boucherie qui accepte Bitcoin et qui tout de suite les convertirait en euros. Alors, pourquoi elle ferait ça? Premièrement, elle ferait ça parce que elle accepte de nouveaux clients. Donc, c'est toujours plus facile de faire plus de bénéfices si on a plus de clients. Quand on accepte Bitcoin, on est sur des cartes BTC Map qui localisent les commerces. Les Bitcoiners y vont de manière préférentielle. Quand un Bitcoiner va dans un commerce qui accepte Bitcoin, il en parle autour de lui, ce qui fait venir d'autres Bitcoiners. Donc, pour le commerce, le bénéfice immédiat et principal, c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc là, je ne vais pas passer tout en détail, mais bon, j'ai écrit un cas d'usage d'une boucherie qui aurait 6 transactions. Donc j'ai mis le prix hors taxe, la TVA, combien a été facturé chaque transaction, la contre-valeur en Bitcoin, donc qui a été calculée. Donc la première transaction pour 34 euros équivaudrait à 84 000 SAT au cours de 42 000 euros comme le jour où la transaction a eu lieu. Et puis, le soir à minuit, le Bitcoin du commerçant a été converti, par exemple, avec l'application Swiss Bitcoin Pay en euros sur le compte IBAN du commerçant. Et donc là, le commerçant recevrait 35,42 € parce qu'il y a eu 1,5% de frais de conversion. Et j'ai calculé, donc, puisque là, tous les Bitcoins entrés sont sortis, on peut faire le calcul de la plus ou moins value.
Pourquoi est-ce qu'il y a plus ou moins value? Parce que entre l'achat à 10 heures du matin et la conversion à minuit, le cours de Bitcoin a légèrement fluctué. Et donc, voilà, on a quelques centimes de plus ou moins value. J'ai ensuite répété l'opération plusieurs fois et fait un total annuel, donc 175 € encaissés, une plus-value de 3 centimes, hein, parce que parfois Bitcoin bouge à la hausse ou à la baisse, et puis 2,67 € de frais, donc qui sont assez équivalents aux frais que prennent les cartes de paiement classiques, sauf qu'avec Bitcoin, il n'y a pas de frais de location de terminal de paiement. On n'a pas 50 € de terminal de paiement à payer par mois, c'est juste une appli sur un téléphone. Donc, c'est, j'ai envie de dire, assez comparable. Et donc là où je voulais te faire réagir, Hossein, c'était à la fin de l'exercice, le compte 522 serait égal à 0. Il n'y a pas de Bitcoin, hein, ils ont tous été vendus. Les plus-values, moins-values latentes égale à 0, évidemment, parce qu'on n'en a pas en trésorerie. Et plus-value, moins-value réalisée, c'est en fait les pouillèmes de centimes qui sont liés au fait que entre le moment où on a fait la transaction et le moment où on a converti, le cours a légèrement changé. Donc, est-ce que tu peux réagir? Et puis, surtout, ces histoires de pouillèmes, en fait, est-ce qu'on peut prendre un prix au jour ou alors on est obligé de faire ces calculs très exacts? Alors, moi, je suis plutôt de l'école de faire les calculs au moment où la transaction a eu lieu. Et donc, c'est fastidieux. Mais encore une fois, pareil, là-dessus, en fonction des experts comptables, tu peux avoir des interprétations différentes. Mais là, ça va te faire plaisir. Mais sur un Bitcoin, on est quand même sur une valeur sûre. Maintenant, je souhaite qu'on reprenne le même cas d'usage, mais dans celui-ci, la boucherie, en fait, ne convertirait en euros que 50% des paiements qu'elle reçoit et on garderait 50% en Bitcoin. Donc, j'ai repris exactement les mêmes chiffres. Ce qui a été converti, c'est la moitié uniquement. Donc, le calcul est assez similaire. Simplement, en fin d'exercice, le commerçant se trouve en fait avec un certain nombre de Bitcoin en trésorerie. Donc là, ce sont des Satoshi toujours, hein, donc 210 000 Satoshi. Dans mon exemple, le cours s'est apprécié au fur et à mesure de l'année. Hein, donc aujourd'hui, on est à 71 000 $ par Bitcoin. Donc, c'est pas complètement irréaliste. Et il existe donc une plus-value latente qui sera écrite sur le bilan comptable de fin d'année. Mais on a toujours une plus-value, moins-value réalisée très très faible, hein, puisque l'achat-revente s'est fait quasiment instantanément. Par rapport au cas d'usage précédent, le commerçant aura eu un peu moins d'euros sur son compte en banque, puisqu'il a déféré dans le temps le fait de pouvoir les vendre et peut-être avec une appréciation. Par contre, effectivement, si jamais il décide de les vendre et que le cours continue à monter, il se retrouvera avec une plus-value intéressante par rapport au cas numéro 1 où en fait il aurait tout revendu en euros direct. Est-ce que tu souhaites réagir par rapport à cette présentation? Ouais, effectivement. En fait, la seule subtilité ici, c'est sur l'usage du compte 522. C'est très juste, mais à un moment donné se pose peut-être la question de pourquoi il a gardé 50%. Qu'est-ce qu'il projette de faire? Est-ce que il va, in fine, pour reprendre un peu nos exemples d'avant, les transformer en fiat très rapidement, ou alors il dit que ça, c'est 50%, je vais les garder sur plusieurs années, et du coup, tu as une écriture en plus à passer pour les remettre du coup en IMO et appliquer le traitement comptable ensuite par rapport à ça. Voilà, donc c'est juste un peu la subtilité dans ce cas-là. D'accord, c'est le choix du compte 200 si le commerçant déclare sur l'honneur à son comptable qu'il ne vendra pas avant 2 ans, par exemple. C'est ça. D'accord. Mais j'imagine que la majorité des commerçants n'en ont aucune idée. Ouais. Et en fait, ça ne change rien fiscalement pour la société. Si elle décide de le vendre l'année prochaine ou 2 ans après, en fait, elle aura toujours la même fiscalité qu'elle l'ait mis dans le compte 522 ou le compte 200. Fiscalement, non, c'est plus, là, c'est du puriste sur la partie comptable. En fait, la présentation du bilan n'est pas la même de si c'est en cash, si c'est en IMO ou si c'est en stock. En fait, c'est plus de la présentation. Mais là, effectivement, en termes d'impact, c'est pas la même chose. Et aussi, deuxièmement, même si fiscalement, c'est-à-dire en termes de sous, ça n'a pas changé, mais pareil, en termes de résultats, plus tard, ça peut changer aussi. Entre la dépréciation en IMO ne va pas dans les mêmes comptes au résultat que la dépréciation d'exploitation liée, par exemple, à l'usage du compte de stock ou du compte 522, en fait, tout simplement. Donc, ça pourrait, dans une boîte de taille moyenne, impacter la présentation de ces comptes et donc éventuellement la rendre plus ou moins attrayante dans le cadre d'une opération, pas de levée ou d'acquisition? Typiquement, si demain tu vends ta boîte avec
20 bitcoins, c'est beaucoup plus sympa que ta boîte à 100, c'est 20 bitcoins, sachant que ça peut encore s'apprécier, ça la rend plus attrayante. Ensuite, on va prendre un cas donc d'une profession libérale, par exemple un kiné, qui placerait de la trésorerie excédentaire en bitcoin et qui ne la vend pas. J'ai pris un cas très simple, hein. Un kiné qui fait 6 achats dans l'année pour 500 euros en bitcoin. Donc au total, il aura dépensé 3000 euros. Il y a eu des frais de conversion d'euros vers bitcoin. Il aura acquis donc des fractions de bitcoin. Donc là, 500 euros, ça fait environ 1 million de satoshi, c'est-à-dire 0,001 bitcoin. Et puis, dans le tableau, donc je fais la somme de ce qui est en trésorerie en fin d'année. Donc, il a 6,5 millions de Satoshi. Donc, ce qui va être reporté dans le compte 522 ou le compte 200. On aura la valorisation des jetons. Donc, comme dans mon exemple, là, j'ai pris les mêmes chiffres. Le cours de Bitcoin s'est apprécié. Les 3000 euros sont maintenant valorisés 4690. Donc, le kiné est assis sur une plus-value latente de 1735. Par contre, plus-value, moins-value réalisée, 0. Et là, j'ai pris par simplicité la méthode du coût moyen pondéré. J'ai trouvé ça assez facile à faire dans Excel. Je pense que l'autre méthode est un peu plus compliquée à modéliser. Exactement. Ouais. D'ailleurs, les outils de pré-comptabilité utilisent systématiquement le CEMP en usage, c'est beaucoup plus facile. Et je rebondirai également sur le pourquoi il ne vend pas, qu'est-ce qu'il compte en faire. Donc, éventuellement, se pose la question d'une écriture supplémentaire pour pouvoir remettre dans le bon compte. Alors, moi, j'espère qu'il ne vend pas parce qu'il a écouté notre épisode sur la trésorerie et que, au lieu d'investir dans Bitcoin, il a compris qu'il fallait se débarrasser de ses euros. Et en tout cas, des euros excédentaires qui ne font que se dévaluer dans le temps. Donc, je vous renvoie vers l'épisode. Et donc, quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle le hodl. Donc, c'est un jeu de mots sur le fait de garder à long terme. Et puis, dernier exemple, pour terminer la liste, c'est donc ce même kiné, mais là, même exemple, 6 achats pour 500 euros, mais en fin d'année, il se dit, tiens, Bitcoin a beaucoup monté, je vais vendre un peu. Alors, dans mon exemple, on se rend compte qu'il n'aurait pas dû, parce que entre le jour où il a vendu et puis le jour de la fin de l'exercice, ça a encore beaucoup monté. Mais bon, il a décidé de prendre une partie de ses plus-values. Donc là, il a récupéré en fait 1113 euros en vendant 2 millions de Satoshi, donc environ à peu près un tiers de son sac de Bitcoin. Là, on peut calculer une plus-value d'opération, ce qui correspond en fait à 221 euros. C'est-à-dire, on prend le coût moyen des bitcoins et puis le cours du jour, on fait la différence, on multiplie par le nombre de bitcoins vendus et donc voilà, on a la plus-value. À la fin de l'exercice, si on regarde le bilan comptable, on aura compte 522 ou compte 200, comme on l'a dit, environ 4 500 000 Satoshi qui sont valorisés pour plus de 3 000 euros, donc qui sont déjà, même avec une vente, grâce à l'appréciation, qui sont déjà valorisés plus que la mise initiale. Les 1113 euros d'encaissés, donc qui eux rentrent dans le résultat de la société. Et puis la plus-value réalisée, donc de 221. Tout est clair. On pourrait faire beaucoup d'exemples et les complexifier et mettre plus de transactions. L'idée qu'on souhaitait faire passer, c'était d'avoir une certaine clarté par rapport à la mécanique. Est-ce que tu sais, par exemple, s'il existe soit des feuilles Excel officielles ou des petits logiciels sympas qui permettent de rentrer à la main et de sortir ce que j'ai fait, ou bien il faut le refaire soi-même, ou l'expert comptable en est capable? Non, l'expert comptable, il en est capable et après, c'est du sur-mesure. En fait, les cas sont tellement divers et variés qu'en général, même d'un client à un autre, on peut mettre en place des choses différentes, en fait. Et moi, typiquement, sur l'usage des outils, en fonction justement de l'activité principale de la personne, l'outil ne sera pas le même et je préconiserai tel outil pour telle profession, pour tel usage et un autre outil pour un autre usage, une autre profession, par exemple. Par curiosité, dans les logiciels que les experts comptables utilisent eux-mêmes, j'imagine il y a différents fournisseurs, il y a différents modules. Est-ce que tu sais si aujourd'hui la majorité de ces logiciels ont soit nativement, soit avec un module payant, des gestions de ce genre de choses, ou alors il faut qu'ils aillent s'équiper? Non, dans un premier temps, pour répondre au niveau international, il y a eu ces initiatives-là, par exemple, des solutions de pré-comptabilité ou alors des solutions de paiement viennent se plugger directement avec des logiciels de comptabilité aux États-Unis ou dans d'autres pays. En France, ça n'existe pas. Il y a eu pas mal d'annonces qui ont été effectuées. Pour l'instant, j'ai rien vu passer de concret. En fait, il y a eu des annonces, des rapprochements, qu'il y aura des installations automatiques entre ces outils de paiement, d'acceptation de crypto, de logiciels de pré-compta crypto avec le logiciel de production comptable. Mais aujourd'hui, rien n'est fait au moment où on parle. Il n'y a rien qui est fait. Donc, on se débrouille avec les moyens du bord et c'est beaucoup Excel en fonction de la quantité effective des informations à traiter. Mais une fois que tu as la formule, le tableau que tu présentes, il est
assez clair, propre et qui pourra, par exemple, faire usage de templates pour les premiers qui veulent. Oui, non, j'ai juste des doutes sur les arrondis et puis faire des cas plus complexes. Donc c'est plus Si là tu veux, où... je peux regarder, mais effectivement, oui. Après, pour les cas plus simples, le tableau, il est très bien, tu vois. Après, effectivement, pour des cas plus complexes, il faudrait que le client se rapproche de son expert comptable. Et j'imagine que l'expert comptable pourra le faire facilement, je sais pas, mais ouais, il pourra se débrouiller pour le faire, quoi. Ok, si j'y suis presque, ça veut dire que le comptable y arrivera. Juste évoquer les risques pour terminer. On en a parlé, on recommande pas de faire de trading. Si on a un comptable lambda qui connaît pas très bien les actifs numériques, on risque d'avoir des mails d'insultes. Si on se lance dans le trading et des choses un petit peu complexes, ça je pense que tu confirmes. C'est une chose de faire quelques transactions, c'en est une autre de faire des dizaines de milliers. En termes d'intermédiaires, donc pour la garde et la détention, il y a plusieurs choses. On peut détenir en propre, ce que nous on recommande. Bitcoin c'est fait pour être détenu en propre, c'est pas compliqué, c'est un degré de liberté. On l'acquiert assez facilement. Au départ ça fait un peu peur, mais à la fin on s'y habitue. Mais effectivement, il y a des gens qui vont dire, moi, je vais placer ma trésorerie en Bitcoin, mais je vais utiliser un prestataire, en France, qu'on appelle PSAN, ou un exchange peut-être international qui est lui-même régulé. Est-ce que tu as des commentaires, notamment pour la partie comptable liée à la garde et à la détention? Pas du tout. Après, il faut faire quand même attention. La détention en propre, c'est très bien, comme tu l'as évoqué, pour détenir ses propres actifs. En revanche, il faut être au taquet quand même aussi côté informatique et hygiène, et aussi surtout dans cette notion de si on est une un peu plus grosse entité, dans quel cadre on a cette trésorerie, si on doit payer ensuite un fournisseur ou un autre et que c'est la secrétaire ou le comptable ou le contrôleur de gestion qui paye, qui gère les mots de passe, voilà, c'est tout ça à gérer quand même. Donc, dans l'ordre, je dirais, toujours encore une fois, en fait, j'ai deux casquettes. J'ai ma casquette de Bitcoiner et j'ai la casquette d'expert comptable. Là, j'ai la casquette d'expert comptable. Je dirais, dans l'ordre, c'est PSAN. Ensuite, les autres exchanges qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui ont fait leurs preuves. Et ensuite, si vous êtes déjà à l'aise sur la partie gestion propre de ces cryptos, on part là-dessus aussi. Très bien. Dernière question sur la fiscalité. Je l'ai évoqué, si on est un dirigeant actionnaire majoritaire, on peut décider de flécher de la trésorerie, d'utiliser la société pour acheter du Bitcoin plutôt que de se verser des dividendes, de payer les cotisations, ensuite l'impôt sur le revenu sur les achats de Bitcoin. Donc c'est clairement plus intéressant. La première sous-question, c'est y a-t-il des risques pour les gens qui choisiraient cette stratégie, d'utiliser la personne morale ou même la SCI, qui est une société? Est-ce que tu vois des risques par rapport à cette optimisation, on va dire, de stratégie fiscale? En fait, c'est pas en soi une optimisation. Tout le monde n'a pas non plus de société. Donc, tu vas pas juste créer une société pour détenir, dans ce cadre-là, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première chose. Après, pour revenir sur la notion de SCI, dans le SCI, il y a le I qui concerne l'immobilier. Et t'es pas censé investir de la trésorerie d'une SCI, même si elle est dormante, même si elle est excédentaire, quelconque actif et entre autres des actifs numériques. Tu peux créer une société civile pour faire justement ces acquisitions, ces cessions, détenir ta crypto, mais pas, entre autres, pas dans une SCI. Voilà. D'accord, donc on est obligé de mettre la trésorerie de la SCI en euros dans une banque qui va nous demander plein de papiers pour utiliser notre argent et on peut pas placer dans autre chose en fait. C'est pas considéré comme placement de trésorerie. En fait, tu t'éloignes de ton objet social qui a pour objectif de détenir, de gérer des biens immobiliers. Oui, mais on peut imaginer, il peut y avoir de la trésorerie qui rentre, qui va rester pendant un an avant, je sais pas, l'achat de quelque chose d'autre, et ça pourrait être un... Moi, j'avais rencontré quelqu'un à Madère. Rencontré quelqu'un à Madère qui justement me parlait de ce genre de montage de société. Alors lui, c'était plutôt des sociétés d'énergie. Je pense que ça doit être faisable sur l'immobilier, où dans le montage, il faut provisionner des réserves pour les maintenances à venir sur le long terme. Et lui, ça lui semblait être un cas d'usage tout à fait pertinent de Bitcoin que justement d'avoir une partie de ces provisions en Bitcoin dont on sait qu'elles ont de fortes chances de s'apprécier. Alors ça n'a pas besoin d'être un gros pourcentage, mais ça renforce la pertinence financière du montage. Je voulais juste, avant de clôturer cette session, avoir ton avis sur cette idée selon laquelle Bitcoin va révolutionner la comptabilité qui est née il y a 2000 ans en Mésopotamie avec la comptabilité en partie simple, sur les tablettes d'argile.
Ensuite, en 1299, à Nîmes, France, premier enregistrement de comptabilité à entrée double par son inventeur Amatino Manucci. Et donc, on reste depuis 1300 sur la comptabilité à partie double. Et donc, il y a une partie des bitcoiners qui prétendent que Bitcoin signale l'avènement de la comptabilité en partie triple avec ce ledger, ce registre transparent, accessible à tous. Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce que ça a du sens pour toi ? Ça a du sens sur la partie justement transparence ledger, mais aujourd'hui, dire que c'est une révolution vis-à-vis de la comptabilité, la réponse en tout cas à ce stade est non, parce que en fait c'est tellement complexe et la réponse est tellement compliquée à plusieurs niveaux que par simplicité je dirais que non, mais en tout cas c'est vrai qu'en termes de transparence il n'y a pas mieux, tu vois. Aujourd'hui ça aidera aussi la compta pour plus tard dans un certain nombre de choses, et entre autres justement cette notion de transparence et de compta tripartite. Mais à ce stade ma réponse est plutôt on est en construction, en phase test. Mais on est en bonne voie. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. En tout cas, et moi, je me réjouis par rapport à tout ce qui arrive, et notamment sur les futures connexions entre la blockchain et la comptabilité. Eh bien, Hussein, Elie, je vous remercie tous les deux pour cette superbe conversation très enrichissante que j'ai pu suivre avec vous. Je crois qu'on a balayé toutes les notions importantes qu'il fallait avoir en tête pour prendre en compte Bitcoin dans l'exercice de la compta. On a pu valider que dans la plupart des cas, la comptabilité Bitcoin en entreprise, ça réserve pas de complexité majeure. C'est plutôt facile. C'est largement à la portée de tous les comptables généralistes. On a des règles qui sont claires. Il y a quantité de supports éducatifs gratuits. Il y a des formations. Le principal défi, on a vu, c'est juste de dépasser le tabou, les peurs qui peuvent persister un petit peu. Il n'y a pas de piège particulier à signaler, pas de risque majeur, surtout pour Bitcoin, l'actif numérique le plus sûr, le plus fiable. Voilà. Eh bien, Hussein, Elie, un grand merci à tous les deux. Hussein, merci pour ta disponibilité et à très bientôt. Merci à vous. Très très bonne journée. Salut. Merci.